le fameux compte d'opération pour les pays sous le régime CFA, de la monnaie CFA, ces devises sont des devises, 50 à 60% des devises nationales qui ont toujours été confiées à la France pour que celle-ci les place en devises. Mais si nous récupérons ça, plus les revenus de nos recettes, les revenus des touristes, les revenus des immigrés, les revenus des investisseurs qui viennent ici, pour moi, on a largement de quoi financer ou garantir le financement des 20% d'actifs dont nous avons besoin pour compléter les 80% de financement intérieur. Donc, pour financer l'économie, je me reprends, nous n'avons besoin ni du FMI et de son argent, ni de la Banque mondiale et de son fric, ni de la coopération au développement, ni de l'aide extérieure, encore moins du recours au marché financier. Une politique intravertie peut suffire à notre bonheur. Mais la condition permissive, c'est quoi? C'est que nous disposions de notre levier monétaire et de notre levier bancaire. Ceci est très clair. Si nous disposons de ça, nous n'avons même plus besoin de disposer du levier fiscal, c'est-à-dire l'impôt, ni du levier budgétaire. Donc, ça, il faut bien le comprendre, parce que le levier fiscal, comme je l'ai dit, c'est un leurre. Et que faire pour y arriver? Mais pour y arriver, il faut convaincre le président d'adopter ça. Il faut. Mais oui, mais on ne peut pas. Et la solution est là, sous nos yeux. Le président fait le tour des pays développés, va voir les pays arabes, les pays trucs pour du financement. Mais ce financement, même si on raisonne d'un point de vue économique, même, tout l'argent que nous importons, que nous arrivons à collecter en devises, ne doit être utilisé que pour financer les besoins extérieurs. Si ces devises dépassent les besoins extérieurs, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser ces devises pour financer les besoins intérieurs, qui sont financés en monnaie intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a des devises pour financer des activités intérieures, on est obligé de les transformer en monnaie intérieure et d'ajouter à la quantité de monnaie qui existait déjà. C'est une mesure qui est inflationniste, parce qu'on accroît la masse monétaire en CFA qui est à l'intérieur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si on emprunte 100 milliards en devises, mais qu'on n'en ait pas besoin pour financer les besoins en devises, cet argent que nous avons en devises, 1000, 2000, 3000 milliards, ce sont des devises qui ne peuvent servir qu'à financer des opérations extérieures. Donc, s'il y en a trop pour financer des opérations extérieures, qu'est-ce que je vais faire avec le surplus? Je ne peux pas l'utiliser pour financer des opérations intérieures parce que les opérations intérieures sont financées en CFA. Donc ce que je vais faire, je suis obligé de les stocker comme devises et de demander à la Banque centrale de donner une contrepartie de l'argent frais en CFA pour pouvoir financer. Mais je n'avais pas besoin de ça pour le faire. Si j'avais mon levier monétaire, j'aurais pu immédiatement financer sans l'avoir. Or, en le faisant, j'accrois la masse monétaire en circulation dans le pays. Parce que une bonne politique économique doit consister à remettre de l'argent aux acteurs économiques, mais à récupérer cet argent par des dépôts bancaires. C'est-à-dire, aucun acteur économique ne doit garder son argent dans ses poches, dans ses caisses ou sous son matelas. Le préalable, c'est de maîtriser le levier bancaire comme Voilà. En maîtrisant le levier bancaire, l'argent que j'injecte dans l'économie par la banque, mais la banque ne remet pas cet argent aux acteurs économiques. La banque leur dit, parce que comme la banque leur a ouvert un compte, la banque leur dit, vous avez 30 millions dans vos livres. Pour utiliser donc l'argent n'est pas sorti. Une bonne politique économique, c'est une politique économique où tous les acteurs ont leur argent dans le système bancaire et pas en liquidité.
Vous savez ce que nous appelons argent ici, qu'on appelle la monnaie fiduciaire, ce sont les billets et les pièces, ne font pas 30% de la masse monétaire. La totalité des billets et des pièces que nous utilisons ne fait pas 30% de la masse monétaire à utiliser. Et plus l'économie est informelle, donc non formalisée, plus cette économie a des liquidités disponibles entre les mains des acteurs. Vous allez dans les marchés, chaque fois qu'un marché brûle, vous pouvez savoir, ça ne fait pas l'affaire. Mais cet argent qui est thésaurisé, c'est aussi une mauvaise manière de faire de la politique, parce que l'argent, justement, c'est du papier imprimé. Du papier, donc toujours du papier. On l'utilise, on peut le brûler. L'utilisation qu'on peut faire, comme tous les papiers, du papier tamponné. Donc la valeur qu'on donne à l'argent, c'est la confiance que les acteurs économiques ont en cet argent. Je suis là, tu as besoin de cultiver des carottes, tu veux m'embaucher comme horticulteur, je te dis, tu me payes. Tu me donnes un billet de 10 000, la force de travail qui est en moi, je l'utilise pour produire les fruits et légumes dont tu as besoin. Donc je produis des biens économiques en contrepartie d'un billet. Mais pourquoi je prends du papier? Parce que j'ai confiance en ce bout de papier. Je sais que demain, lorsque j'aurai besoin de l'utiliser, je pourrai l'échanger contre des biens économiques qui sont sur le marché. En fait, c'est un titre de créance universel que j'ai sur l'économie, sur le futur de l'économie. Parce que tant que tu as le bien, tu ne l'as pas dépensé. Donc, tu le dépenseras après, dans le futur. Donc, l'argent, c'est une créance virtuelle qu'on a sur le futur. Mais c'est une créance conventionnelle qui est née de la confiance qu'on lui voue. Si pour travailler, tu m'avais promis des ouguiya, je t'aurais dit, mon cher Elhadj, tu es bien gentil, mais ouguiya, je ne sais pas quoi en faire. Bon, donc, c'est la confiance que j'ai en cet argent qui justifie que je l'accepte. Ça veut dire, je n'ai pas besoin de contrepartie internationale. On a l'habitude de dire, oui, il faut une contrepartie en or, en devise pour créer de la monnaie. C'est du vent. C'est de la désinformation, ça. Un État n'a pas besoin de contrepartie pour créer une monnaie intérieure. Il peut en créer autant qu'il veut. Seulement, créer de la monnaie, c'est donner des moyens de paiement à des acteurs économiques intérieurs. C'est important quand même. L'importance réside dans le contrôle de l'inflation. Parce qu'avec cet argent, j'achète des biens économiques qui sont à l'intérieur. Il faut savoir que avec l'argent, je consomme. Quand on consomme un bien, quel est le processus économique qui se passe? On est dans une économie de marché. En consommant un bien, je le sors du marché. Le bien, je le sors du marché. Si j'achète du pain, des mangues, ces mangues-là ne sont plus sur le marché. Je les consomme. Donc ces mangues-là ont disparu de l'économie. Ce morceau de pain n'existe plus sur le marché. Par contre, l'argent qui a servi à acheter ce pain, on ne l'a pas déchiré. Donc la masse monétaire est intacte, alors que les biens qui sont achetés ont diminué. S'il y a moins de marchandises et autant de biens, le prix va grimper. Parce que le prix, ce n'est rien d'autre que la demande, la masse monétaire, divisée par le nombre de biens qu'on veut acheter. Parce que là, il y a la notion de rareté de marchandises. Exactement. Si sur le marché, il y a 20 000 francs en argent qui veulent acheter des produits, bon, s'il y a 10 produits sur le marché, les 20 000 francs viennent entre différents acteurs pour acheter 10 produits, 10 sacs de riz, supposons. Le prix du sac de riz va être fixé à combien?
Je dis sac de riz, j'aurais pu dire sac de farine pour que ça soit plus vraisemblable. Le prix du sac, comme il y a 10 sacs sur le marché, il y a 20 000 francs qui veulent l'acheter, le commerçant veut s'approprier de la totalité des 20 000 francs sur le marché. C'est ce qui justifie le marchandage. Quand vous marchandez sur un marché, le vendeur essaie de voir la quantité d'argent dont le consommateur dispose pour prendre la totalité en contrepartie de ces marchandises. L'acheteur essaie aussi de voir la quantité de biens disponibles que l'acteur est prêt à payer pour la quantité de monnaie qu'il veut. Donc le marchandage permet d'avoir une information parfaite sur les besoins des uns et des autres. Une fois que chacun a cerné, le prix sera 20 000 francs divisé par 20. Je veux 20 produits, j'avais dit 10, d'accord. Je veux 10 produits, 20 000 francs divisé par 10. Chaque produit, le commerçant aura tendance à accepter 1 000 francs par produit. J'ai dit 20 000 francs, 2 000 francs, 2 000 francs par produit. Pour pouvoir, justement, consommer la totalité des 20 000 francs. Donc, prix moyen, 2 000 francs, d'accord, pour les 10 produits. Supposons qu'on n'en achète que 5. Que les autres disent non, nous n'en achetons pas. Que 5, donc, on en a vendu pour 5 produits. Il reste 5 marchandises sur le marché. On a dépensé pour 10 000. Donc les 10 000 changent de main, viennent entre les mains du vendeur. Le vendeur, dans une économie normale, le vendeur dépose cet argent à la banque. La banque utilise cet argent comme crédit, fait du crédit à Ismaïla, deuxième personne. Donc le lendemain, l'argent donné en crédit par la banque, plus les 10 000 francs qui n'avaient pas voulu acheter la veille, donc on a toujours le total de 20 000 francs qui revient sur le marché pour rencontrer cette fois-ci 5 produits, parce qu'il y en avait 10, mais 5 ont été consommés. Et c'est fini, les 5 consommés, c'est fini. C'est fini, ils ne sont plus sur le marché, mais les 20 000 sont toujours là. 20 000 divisé par 5, le prix vendu sera de combien? 20 000 divisé par 5 égale 4 000. Donc la marchandise va être vendue à 4 000 pour appuyer la totalité des 20. Si on en achète 3, 4 fois 3, 12, il en restera 2 produits à vendre. Mais cet argent va à la banque fait du crédit, cet argent, les 20 000 reviennent le lendemain, 2 produits pour 20 000 francs, chaque produit va valoir 10 000. Donc c'est le processus de consommation qui réduit les biens disponibles, alors que l'argent disponible sur le marché n'est pas détruit dans le processus de consommation. Ça veut dire, c'est ça qui crée l'inflation. Autrement dit, si on a une banque centrale et qu'on injecte de l'argent dans l'économie, il faut faire gaffe. Il faut éviter de donner cet argent à la banque pour que la banque fasse du crédit à la consommation, parce que le crédit à la consommation détruit les biens qui existent. Il faut que la banque fasse du crédit à l'investissement. Si la banque qui collecte l'argent fait du crédit au boulanger, supposons que ça a été des miches de pain. Si la banque fait du crédit au boulanger qui fabrique une quantité de pain plus importante, évidemment, les prix ne vont pas baisser. D'accord? Parce que chaque fois qu'on consomme X quantité, le crédit à l'investissement, les biens c'est du pain, si on consomme tant de miches de pain, 10 miches de pain, et qu'on fasse du crédit au boulanger qui fabrique des biens pour remplacer les biens consommés, le lendemain, on a toujours la quantité de biens. Et on maintient la parité. A fortiori, si le boulanger fabrique 2 fois plus de pain, ou 4 fois plus de pain, on a des biens qui sont en quantité plus importante. L'offre augmente pour une même quantité de biens,
Et 20 000, s'il y en avait 40 par exemple, bon, on en avait 10, on consomme 5. Ensuite, supposons qu'on donne au boulanger qui en ajoute 15. 15 plus 5, ça fait 20. Donc, on a 20 mises pour, comment dirais-je, 10 000 francs. Et la mise va valoir 500 francs. D'accord? Donc, on peut baisser les prix pour lorsqu'on finance l'investissement productif de remplacement des biens qui sont détruits par la consommation. Et en le faisant, bon, les plus pauvres s'en tirent. Ça veut dire que comme les prix des biens essentiels ont été baissés grâce à un financement de l'investissement productif, ça veut dire que même ceux qui ont peu d'argent peuvent pouvoir accéder à des biens essentiels. D'où le processus de développement, ce n'est rien d'autre qu'un processus de financement de l'investissement productif dans les biens les plus désirés par les populations, ce qui permet d'accroître leur disponibilité sur le marché, de baisser leur prix et de permettre au plus grand nombre de pouvoir l'acheter à moindre prix.